Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. Vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez me le confirmer. Oui, parfait. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent en cette fin de matinée pour notre webinaire autour des solutions pour maîtriser et réduire son empreinte environnementale. Avant de commencer, je voulais simplement vous présenter la plateforme que vous connaissez peut-être. Vous avez un onglet chat que vous pouvez utiliser à tout moment, également un onglet questions. Je vais vous demander d'utiliser cet onglet-là pour poser vos questions. Ça sera plus simple pour nous pour les traiter. On prendra un temps dédié pour répondre à vos questions. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le support de présentation en cliquant sur l'icône de téléchargement qui apparaît quand vous passez votre souris sur la présentation. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de faire un rapide tour de table de nos intervenants du jour. On les remercie. Et je vais simplement laisser la parole rapidement à Amandine pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous. Donc Amandine Autrèche, je suis coordinatrice RSE au sein du groupement Astre. Alors je vous donnerai quelques mots sur le groupement Astre tout à l'heure et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Amandine, merci d'être présente ce matin. Caroline. Oui, bonjour à tous. Pareil, ravie d'être ici. Donc moi, je suis Caroline, directrice des partenariats chez Agotera. Et pareil, je vais en parler un petit peu au cours du webinaire, mais rapidement, Agotera, c'est une entreprise qui reconnecte le monde de l'agriculture et le monde de l'entreprise pour accélérer la transition agroécologique. Tout un programme que je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. Super, merci Caroline. Et enfin, Timothée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Timothée Kellard, donc je suis cofondateur d'EcoDev. Et puis, comme on n'a pas prévu une grande présentation d'EcoDev, je le fais en 2 secondes. Ça va faire depuis 2009, donc presque 15 ans, que notre structure a pour objectif d'accompagner les employeurs publics privés dans leur politique développement durable, si je fais très large, avec un gros focus, comme vous l'avez compris, sur les sujets du climat et de la décarbonation. Super, merci. Du coup, je vais te laisser enchaîner. Simplement, avant, rappeler à tous ceux qui sont présents que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions prévu à cet effet. N'hésitez pas, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve à la fin. Et Timothée, je te laisse la parole. Merci Thomas. Effectivement, on va passer 1 heure ensemble. On va avoir trois grandes séquences, mais on va probablement interagir aussi sur les propos des uns et des autres. N'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a dit Thomas, et puis on essaiera de les traiter soit au fil de l'eau, soit à la fin. Donc voilà, donc moi j'ai l'honneur et le privilège finalement de travailler dans un premier temps sur le cadre général, effectivement, puisque du coup, comme je dis, EcoDev fait du conseil. Notre principal objectif, c'est de bien finalement intégrer ces notions et de mettre sur les bons rails les entreprises avec lesquelles on travaille. Du coup, comme c'est des notions extrêmement à la mode, ça nous a paru important quand même de rebalayer dans les grandes lignes finalement le cadre méthodologique qui permet d'accompagner les employeurs dans la définition de ce qu'on peut appeler une stratégie climat. Pour débuter sur cette intro, finalement, le cadre global qui a créé un consensus à l'échelle mondiale est issu des accords de Paris. Donc, je ne reviens pas dans le détail sur les accords de Paris et la COP15, mais voilà, on a quand même un cadre assez intéressant puisque, encore une fois, c'est un consensus et qui fixe des objectifs qu'on peut décliner à l'échelle des entreprises. Donc, c'est les 1 degré, 2 degrés et un certain nombre, du coup, d'émissions de CO2 associées et des actions concrètes à déployer. Je voulais peut-être faire une petite actu sur qu'on a pu entendre dans les médias ou voir, pour ceux qui s'intéressent au COP, par exemple, qu'on sort de la COP 28. Donc, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je ne rentre pas trop dans le débat aujourd'hui. Chacun verra, on va dire, midi à sa porte. Mais on sent effectivement qu'il y a une émulation assez forte sur ces enjeux, à la fois en termes de continuité dans les vieilles habitudes à l'échelle mondiale. La consommation de charbon n'a jamais été aussi importante en 2023. Mais de l'autre côté, on sent que à la fois le vocabulaire, les attentes, les sujets un peu critiques, comme la dépendance et sortir des énergies fossiles, sortent du bois. C'est-à-dire que c'est plus un sujet de militant. On voit qu'aujourd'hui, cette notion est intégrée, en tout cas dans les raisonnements de tous les dirigeants ou d'une grande partie des dirigeants.
Donc ça donne quand même beaucoup d'espoir, puisque il y a encore 10 ou 15 ans, on était très très loin de ces débats. Derrière, en fait, ces notions, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette notion d'adaptabilité, de transition, et donc plus on continue à émettre des gaz à effet de serre, plus on va avoir un réchauffement de l'atmosphère important. Et les scénarios qui ont été définis par le GIEC, par exemple, nous montrent bien à quel point on va arriver probablement dans les années à venir à des points de non-retour, des points de rupture où les risques physiques, en fait, vont devenir tellement élevés que nos modèles économiques seront très compliqués à tenir, et pas que. Donc, je reviens pas sur les détails du rapport, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dépasser des 2,5 degrés devient assez difficilement assurable, si je prends juste les propos des assureurs, en termes de risque sur la météo au quotidien et les enjeux climatiques. Donc, on est vraiment sur un enjeu qui pousse à quoi ? À comprendre de quoi on parle pour les employeurs. Donc, la première brique qui nous paraissait essentielle de balayer, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone, qui est une notion extrêmement, on va dire, valorisée ces derniers mois, ces dernières années. Mais derrière, en fait, ce terme bilan carbone, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de préjugés, finalement. Ce qu'on appelle un bilan carbone, c'est une marque déposée, développée par Jean-Marc Jancovici et l'ADEME il y a plus de 20 ans, ou qui a comme objectif finalement d'être un outil d'aide à la décision, au-delà de la comptabilité pure. Et justement, j'ai mis un petit visuel d'une dessinatrice que j'aime bien, qui montre bien à quel point l'objectif du bilan carbone, c'est pas de compter pour compter, mais c'est probablement compter pour comprendre de quoi on parle, éviter les effets rebonds et les fausses bonnes idées. Donc l'illustration est assez claire, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis, il y a quelques règles de base à intégrer dans ce raisonnement du bilan carbone, qui sont par exemple compter tous les gaz à effet de serre, en tout cas les 6 désignés par les protocoles de Kyoto, prendre l'ensemble des flux, donc qu'on appelle les émissions directes et indirectes, sur toute la chaîne de valeur et sur toutes les activités. Donc ça, c'est un point important, parce que la réglementation nous y contraint que depuis 12 mois maintenant. Historiquement, on n'était que sur des émissions directes et on oubliait souvent 80% du sujet qui sont les émissions indirectes pour une bonne partie des activités. Et puis derrière, les deux autres objectifs fixés par cette marque déposée quelque part, c'est de comprendre où est-ce qu'on peut réduire et où est-ce qu'on peut s'affranchir de cette dépendance aux énergies fossiles, donc vraiment aller sur les sujets qui sont les plus importants. Et puis concerter, co-construire un plan d'action qui n'a pas pour objectif de se comparer en disant on est les meilleurs, mais vraiment de s'améliorer et de diminuer en valeur absolue ces émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît trivial de peut-être dire ça pour beaucoup qui sont là, mais on constate quand même que c'est pas forcément extrêmement bien respecté. Et donc, on a remis là rapidement les grandes étapes de cette démarche incontournable aujourd'hui, qui sont la sensibilisation à la collecte ou traitement des données, en passant par la définition d'un champ d'études exhaustif et en finissant par ce sujet de réduction. Voilà, dans les grandes lignes, la partie bilan carbone. Et il y a cette notion de scope émissions directes ou indirectes qu'on a illustré à gauche et qui aujourd'hui d'ailleurs, avec la réglementation qui a évolué, nous parle plutôt de scope 3 à 6. On a donc catégorisé un peu différemment les émissions indirectes, ce qui permet de mieux catégoriser, j'ai envie de dire, ces émissions et surtout de les piloter par la suite, par thématique. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Mais derrière cette notion en fait de calcul d'émissions de carbone, il y a toujours une notion qui revient, qui est comment je peux réduire et après comment je peux annoncer éventuellement être neutre en carbone ou être vertueux ou en tout cas avoir un modèle compatible sur les accords de Paris par exemple. Bon, j'ai repris cette notion de neutralité carbone puisque du coup ça a été légiféré il y a peu. Voilà, climat et résilience via un article du Code de l'environnement qui présente bien en fait les enjeux de neutralité carbone à l'échelle planétaire. Donc, on peut parler de neutralité à l'échelle planétaire si on est des États lors de COP pour pouvoir débattre sur les actions à piloter et à déployer. Par contre, à l'échelle d'une entreprise, ce sujet n'est pas envisageable. Et donc, il faut garder en tête qu'une entreprise peut avoir une contribution à la séquestration des émissions carbone, une contribution volontaire active via des projets, on verra par la suite quelques exemples intéressants à regarder de près. Mais voilà, on a vraiment cette difficulté de vocabulaire à intégrer dans les raisonnements, puisque maintenant qu'il y a des textes de loi, il faut faire attention à ne pas prendre la parole de manière triviale et puis s'amuser, j'ai envie de dire, à ne mettre en avant que ce qui va bien. Et puis, pour finir cette intro, je vais à peu près respecter mon temps de parole.
On est en fait dans un second temps sur ce qu'on appelle les stratégies climat. Donc, si je fais un rapide résumé, bilan carbone, en gros, sur une année comptable passée, donc je regarde un peu dans le rétroviseur et je fais une photographie de mes émissions. Et puis, stratégie climat, maintenant, c'est plutôt je regarde vers l'avenir, dans l'avenir, je regarde à horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans et 2050, par exemple, pour pouvoir définir ce qu'on peut appeler vraiment une feuille de route stratégique. Et ça passe par quoi? J'ai mis 7 étapes. Ça passe par une revue critique de l'existant, puisqu'on sait très bien qu'un bilan carbone d'il y a 10 ans et un bilan carbone aujourd'hui n'a pas du tout la même précision sur un certain nombre de sujets, comme le numérique, si j'illustre un cas concret. Donc, c'est vraiment avoir un œil critique sur ce qu'on a fait dans le passé et voir comment on peut s'améliorer, parce que tout bilan carbone a beaucoup d'axes d'amélioration. C'est des activités assez récentes, hein, donc du coup, effectivement, c'est pas forcément parfait, mais c'est pas grave. Et puis, il faut utiliser probablement des nouveaux filtres. Donc là, j'ai mis en avant l'initiative Net Zero Initiative, NZI, avec des principes qu'il faut respecter. J'en ai pris quelques-uns, mais voilà, quand vous êtes dans l'intégration de cette méthodologie, il faut avoir le respect de 10 principes qui sont plutôt des principes intellectuels, hein, mais qui permettent de vraiment s'affranchir de démarches qui seraient un peu controversées. Donc, faut réduire, faut éviter, faut séquestrer derrière ou contribuer à ces sujets. Faut travailler sur des sujets prioritaires. Il faut avoir des actions concrètes et rapides. Donc, voilà, c'est des illustrations. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Et puis, quand on voit ce qui se passe, en fait, en termes de prise de parole dans les entreprises, on sent que beaucoup ont du mal à suivre ces principes. Donc, c'est bien de les rappeler. Ensuite, le référentiel, il s'appuie finalement sur trois piliers. Donc, on n'est plus sur émissions directes, indirectes. Hein. Il y a la grosse différence, c'est quelles sont les émissions induites, donc qui sont vraiment imputables à mon activité et sur lesquelles je suis responsable, à ce qu'on peut appeler le pilier B, des émissions évitées, c'est-à-dire quelle contribution je peux avoir pour, en faisant évoluer des produits ou en finançant, on va dire, d'autres produits ou d'autres services, quelle est ma contribution à retirer finalement quelque part ou éviter des tonnes de carbone dans l'atmosphère. C'est l'histoire, si je fais très simple, de ma chaudière à gaz, à fuel ou à charbon que je vais changer par exemple par une pompe à chaleur, où effectivement pour le même service, on va avoir des émissions moins. Et il y a un troisième pilier qu'on abordera aussi par la suite, que Amandine et Caroline aborderont, qui sont les séquestrations, en tout cas les émissions qu'on peut séquestrer via les puits naturels et des services que nous rend la nature, comme les océans ou les forêts ou les fonds. Et derrière cette philosophie, il y a une matrice un peu plus détaillée. Je ne reviendrai pas dessus parce que là, c'est peut-être un peu long, mais c'est plus pour les avoir sous la main parce que les supports seront disponibles, mais qui permettent de catégoriser finalement les émissions d'une entreprise dans différentes cases, qui permet d'avoir une nouvelle grille de lecture. Et je pense qu'Amandine pourra en témoigner et qui est quand même sur certains points très éclairant. Et pour finir sur ces différentes étapes, une fois qu'on a fait cette nouvelle analyse, qui est pas très lourde, hein, mais qui permet d'avoir vraiment une matrice à 2 entrées, bilan carbone et émissions liées à la matrice NZI, on a généralement la volonté de construire une trajectoire climat. Donc construire une trajectoire, ça passe par 2 grandes étapes. Quel est mon quota d'émissions de carbone que je dois respecter pour pouvoir être compatible à l'accord de Paris? Donc ça, c'est des produits en croix, c'est pas très compliqué, hein. On va pouvoir définir quels sont les quotas que chacun peut avoir. À titre personnel, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, un Français environ a 10 tonnes en moyenne de CO2 et pour être compatible à l'accord de Paris, il faut passer à 2 tonnes. Donc, on a un quota par entreprise avec une échéance 2050. Et puis, on va pouvoir répartir ce budget avec il y a des scénarios finalement qui sont établis par souvent des scientifiques, hein, par un certain nombre de structures type ONG aussi par exemple, qui vont nous permettre d'avoir un partage temporel, sectoriel et spatial. En gros, à quel horizon, sur quel secteur d'activité je suis concerné ou comment les répartitions se fait par quota. Et spatial, c'est plutôt géographique, en fonction des pays ou des continents, on n'a pas tout à fait les mêmes émissions liées par exemple aux consommations d'énergie. Et une fois qu'on a fait cette démarche très théorique, on va pouvoir avoir des scénarios contextuels pour comprendre quels sont les impacts sur les activités et sur les émissions et avoir une boucle qui se referme de manière annuelle, par exemple, ou biannuelle, pour pouvoir voir quelles sont les évolutions de cette stratégie climat. Et pour définitivement terminer, les dernières étapes qui me paraissent incontournables, puisqu'en fait, une stratégie climat n'est pas normée, n'est pas structurée aujourd'hui, et chacun met un peu ce qu'il veut derrière. Donc, ça me paraissait important quand même de remettre quelques basiques qui sont pour moi les incontournables. Donc, une fois qu'on a fait cette trajectoire
on peut redéfinir et voir si son modèle d'affaires et sa vision est compatible, si la gouvernance est adaptée à cette situation. En gros, est-ce que si je fais que de la pompe à chaleur, je suis extrêmement vertueux et compatible à l'accord de Paris, oui ou non? Forcément, c'est probablement plus préférable que d'autres secteurs d'activité, et donc ça, faut se le dire. Et il y a beaucoup de modèles qui sont pas compatibles à l'accord de Paris, donc c'est surtout dans cet angle-là qu'il faut le voir. Après, on identifie généralement ses risques et ses opportunités. Je prends des cas basiques, mais on sait très bien que le nettoyage de voitures automatique n'a pas du tout le même avenir avec les évolutions des quantités d'eau, ou que, les marchands de glace, au hasard. Mais donc, on va pouvoir comme ça identifier des risques et des opportunités avec un certain nombre de méthodologies pour comprendre justement par rapport à son modèle économique quelles sont les conséquences des pratiques de son activité au regard du changement climatique, et dans les deux sens. Et puis après, on peut commencer à définir vraiment une stratégie d'atténuation, d'adaptation. Donc là, il y a une méthodologie qui s'appelle acte évaluation, acte atténuation, acte pas à pas, développé par l'ADEME, qui aide à structurer ces approches. Donc on ne rentre pas dans le détail ici, pour finalement dérouler et structurer un plan d'action avec des objectifs et des moyens. Donc là, j'ai simplement rajouté une petite phrase qui est importante quand même, qui est de débloquer des financements avec des CAPEX, OPEX à horizon moyen et long terme, et avoir des compétences adaptées, qui est encore une fois souvent un peu le bas bête sur ce volet. Et puis on met des indicateurs, ça paraît encore une fois très basique, mais on les reporte et on s'améliore, et on est transparent sur cette on va dire dernière ligne, puisque de toute manière la réglementation va nous pousser de plus en plus à l'aide. Voilà, donc c'était un rapide cadrage sur les démarches. Et puis en termes d'horizon d'échéance ou de timing, travailler sur ces sujets, ça se fait pas en quelques semaines, c'est pas un claquement de doigts et des outils qui automatisent tout. Malheureusement, peut-être que l'intelligence artificielle nous amènera à repenser notre discours ou à rechanger mon discours dans quelques mois, mais à ce stade, on sent que ceux qui le font bien, c'est un travail de marathonien, et la première année est critique, parce que c'est celle qui a un socle assez solide à développer pour pouvoir ensuite déployer et aller dans les bonnes directions. Voilà pour ce que je voulais dire. Il y a 2 slides qui sont imbuvables, donc c'est pour la transmission que je vous balayerai pas, mais qui permettent de reprendre un peu toutes les briques d'une stratégie climat. Et puis maintenant, on va passer à des cas concrets de plan d'action et un retour d'expérience d'Amandine. Merci Timothée. Donc oui, ça va être mon retour d'expérience de marathonienne, donc. Puisque moi, je vais vous présenter aujourd'hui par quelles étapes on est passé, comment on a mis en place notre démarche de décarbonation au sein du groupement Astre. Quelques mots sur le groupement Astre. Donc, c'est un groupement de transporteurs routiers européens qui existe depuis plus de 30 ans. La particularité, c'est qu'on a une gouvernance très spécifique. Avant de vous parler de cette gouvernance, quelques chiffres sur Astre. Donc, Astre regroupe 160 entreprises adhérentes. On a 370 sociétés qui sont membres en Europe, 46 pays distribués, à peu près 30 000 immatriculations. Quand on regroupe toutes les sociétés astriennes, puisqu'on les appelle ainsi, les membres du groupement Astre, on a à peu près 19 000 collaborateurs. Ça représente 3,4 millions de mètres carrés d'entrepôt, plus de 70 000 clients. Voilà, c'est pour le petit tour d'horizon sur Astre. Et puis, on a une gouvernance spécifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est important de le souligner par rapport à la mise en place de notre démarche de décarbonation. En fait, on a un président donc qui est élu par les autres Astriens, un conseil d'administration également des Astriens élus. Et puis après, on a d'autres entités qui interviennent dans les prises de décision. On a bien évidemment les directeurs de services, et puis on a aussi les Astriens en région, donc dans toute l'Europe. Et puis on a un système aussi de comités et de commissions. Donc en fait, on a l'habitude de fonctionner en intégrant énormément les parties prenantes. Voilà, c'est le mode coopératif peut-être qui exige ce genre de choses, mais le collectif chez nous a une place très très importante en fait. Donc voilà, c'était important pour la suite de la présentation sur notre démarche de décarbonation. Alors en fait, on va faire un petit retour dans le temps. On va se placer en mars 2021. C'était le début de la démarche.
Et il a fallu que l'on donne un top départ. Voilà, il faut absolument donner le go. Et pour faire ça, en fait, on est parti d'un postulat assez basique. On s'est dit que pour traiter une problématique, il fallait que tous les acteurs, donc les membres du groupement, les astriens, comprennent la problématique dans sa globalité. Donc il fallait absolument qu'on ait tous le même niveau de connaissance ou que tout le monde se remette un peu à jour. Donc on a mis en place un outil qui est hyper connu maintenant. En mars 2021, c'était peut-être encore un peu plus confidentiel, c'est la fresque du climat. Donc on a eu énormément de participants. En tout cas, sur les 160 chefs d'entreprise qui composent le groupement, 140 ont pu faire une fresque du climat. Et ça a très bien marché puisque tout le monde a fait cette mise à niveau ou remise à niveau par rapport au changement climatique. Et comme après beaucoup de fresques du climat, on a eu tout de suite la question, ok, c'est chouette, maintenant j'ai compris, qu'est-ce que je fais? Comment j'enclenche concrètement dans mon entreprise pour changer tout ça? Alors, les fresques du climat, on a eu la chance de les faire avec Cédric Ringenbach, donc le créateur de la fresque du climat, et puis on est resté en contact avec lui. Et en échangeant toujours avec lui, Cédric nous a proposé un atelier qu'il voulait tester dans les entreprises, basé sur le PTEF, plan de transformation de l'économie française. Donc, bien évidemment, on a accepté le test, puisque le PTEF est un programme opérationnel, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour continuer dans notre démarche beaucoup plus concrète. Donc, on a fait ce test en juillet 2022. On avance un petit peu dans le temps. C'est notre côté marathonien. Juillet 2022, on l'a fait donc avec le président du groupement. On l'a fait avec un certain nombre d'Astriens. Et en fait, quand on est sorti de cet atelier test, il y a une évidence en fait que l'on a tous eue, c'est qu'il fallait que l'on réunisse toutes nos parties prenantes pour avoir une chance que ça fonctionne. En fait, quand on regarde les différents leviers qui sont disponibles pour décarboner le transport, on se rend bien compte que les transporteurs routiers n'ont pas la main directement sur tous ces leviers. Nos fournisseurs, nos clients ont un impact par rapport à ces leviers-là. Et donc, c'est hyper important pour nous de les intégrer dans notre plan de décarbonation. Alors, comment on fait pour les intégrer? On s'est dit qu'on allait mettre tout le monde autour d'une table. Voilà, c'est l'image et c'est ce qu'on a souhaité faire. Donc, très rapidement, on a fait le choix de créer un événement rassembleur pour présenter à tout le monde notre démarche. En tout cas, l'état d'esprit dans lequel on avait envie d'avancer sur cette décarbonation. Donc, très rapidement, on a la date du 27 juin 2023 qui est arrivée avec un endroit, Paris Expo, la Serre. Voilà, donc ça, on avait le cadre. Donc, avec les fresques du climat, on a créé l'envie d'agir. On a défini sous quel cadre, donc un événement pour rassembler toutes nos parties prenantes. On a défini dans quel état d'esprit, le collectif. Et puis, après, il fallait que on donne une méthode, qu'on suive quelque chose pour cette démarche de décarbonation. Alors, tu as déjà présenté tout à l'heure, Timothée, le référentiel NZD. Donc, nous, c'est ce qu'on a choisi parce que ça nous semblait être parfaitement aligné avec notre approche très collective, systémique, puisque on a la réduction de ses propres émissions, on aide aussi les autres à réduire leurs émissions, et puis ça va jusqu'à la séquestration, l'augmentation des puits de carbone. Donc, cette approche collective et systémique, ça nous correspondait parfaitement. À ce moment-là, on a aussi choisi le périmètre sur lequel on allait mettre en place notre démarche de décarbonation. Donc, soit au niveau du groupement, soit au niveau des Astriens, on a choisi d'intégrer tout le monde. Et puis, le choix de ce référentiel, non seulement il s'inscrivait effectivement avec notre état d'esprit collectif, systémique, mais en plus, il a le mérite de pouvoir faire de la pédagogie.
en fait, puisque il y a les 10 grands principes que tu as balayés tout à l'heure, Timothée. Et effectivement, nous, ça nous a permis de bien faire comprendre à toutes les entreprises du groupement que bah non, elles n'allaient pas pouvoir dire qu'elles étaient neutres en carbone, non. Mais par contre, qu'elles allaient pouvoir contribuer à cette neutralité carbone. Que la réduction des émissions de GES, c'était la priorité. Voilà, on a pu aussi sensibiliser les 160 entreprises du groupement sur ces 10 grands principes, et ça permet d'alimenter la dynamique et de faire bien comprendre dans quel cadre tout ça va se passer. Donc l'envie d'agir était là, l'état d'esprit aussi, le cadre, le référentiel. Et il fallait quand même encore en plus engager, et ça c'est vraiment la clé, je pense, pour toutes les démarches de décarbonation, engager nos parties prenantes, au moins internes dans un premier temps. Alors pour ça, on a mis en place 2 choses. Pour nous, il nous semblait évident qu'il fallait que les Astriens comprennent les règles du jeu dans lesquelles ils vont travailler en 2050. Tout à l'heure, Timothée, tu as balayé certains textes réglementaires, Green Deal, Stratégie nationale bas carbone, etc. Tout ça, ça donne des cadres, en fait, dans lesquels les Astriens vont réaliser le transport en 2030, en 2050, etc. Donc, pour nous, c'était important qu'ils aient connaissance de tout ça. Donc, en fait, on a, avec Projet Celsius, imaginé un atelier sur mesure qu'on a appelé Transporteurs en transition, pour que les Astriens prennent conscience du fret d'aujourd'hui, comment ça se passe en termes de réglementation, en termes d'opportunités aussi par rapport aux énergies disponibles, et comment ça va se passer demain sur les mêmes sujets. L'idée, c'est que les Astriens, à ce moment-là, donc, puissent se projeter, donc commencer à imaginer demain pour être vraiment des acteurs de la transition, en fait. Ça, c'était le premier point qu'on a mis en place pour tous les Astriens lors de réunions de région. Voilà, cette connaissance des règles du jeu. Et puis, le deuxième point qui nous semblait important, il fallait aussi que les Astriens puissent avoir le costume d'acteur, on l'a appelé comme ça. Et comment avoir le costume d'acteur ? Eh bien, on a permis aux Astriens d'inviter leurs propres clients lors de l'événement du 27 juin 2023 que l'on a appelé « Conduire la transition maintenant ». C'est eux qui pouvaient inviter leurs clients, c'est eux qui étaient à la manœuvre en fait, donc c'est eux qui avaient le costume d'acteur. Donc ces 2 phases, ces 2 éléments, ça nous a permis de faire en sorte que les Astriens se sentent davantage acteurs de la transition en fait. Et puis, toujours dans cet esprit d'engager les Astriens, on a travaillé après sur le contenu, les actions en fait. Une fois qu'on avait le cadre, le référentiel NZD, qu'est-ce qu'on met dedans ? Voilà, comment on embarque tout le monde ? Alors, on a fait plusieurs ateliers de travail avec les membres du conseil d'administration, et puis on a présenté aussi lors de réunions régionales aux Astriens toutes les actions définies. Ces actions, elles sont pas sorties d'un chapeau magique. En fait, ces actions, elles ont été choisies par rapport à notre organisation, notre niveau de maturité aussi, et puis certains projets pilotes qu'on avait déjà initiés, notamment la mise en place du bilan carbone avec des Astriens et avec Ecodev. Voilà, donc c'est des éléments qu'on a pris sur l'existant, ce qu'on était en capacité de faire en fait. Et ça va encore évoluer, je vous en parlerai après. Donc, nous arrivons le 27 juin 2023 à Paris Expo pour notre événement, pour engager toutes nos parties prenantes dans notre démarche de décarbonation. Donc, on avait différentes personnes qui étaient présentes, différents intervenants. On avait Cédric Ringenbach qui était présent pour que cette nécessité d'agir soit intégrée, soit partagée par tous. Pardon. On avait aussi Robin Fischer du PTEF pour proposer des actions. Et puis, on a eu l'intervention de Fabrice Bonifay, parce que je vous en parlerai un petit peu après. Là, on est orienté décarbonation, mais
on a pour ambition d'élargir aussi notre action. L'intervention de Fabrice Bonifay avait pour but de faire prendre conscience à tous les participants que l'entreprise doit avoir une autre place, notamment par rapport aux limites planétaires, par rapport à plein d'autres choses. Et puis pour que ce soit un peu festif, parce qu'on se rend compte que c'est hyper important que le discours soit quand même optimiste, soit engageant. On a eu plusieurs interventions de Laure Nouala, qui a permis d'apporter de l'humain dans nos échanges. Le public, les personnes présentes ont été sollicitées pour vraiment partager, parce que ça nous semblait hyper important de remettre de l'humain dedans et de faire en sorte que la parole soit très libérée sur ces sujets. Le 27 juin 2023, nous y sommes. Et nous présentons donc le tableau de bord du référentiel NZI avec les différentes actions que l'on a choisies alors pour le groupement et pour les Astriens. Donc très rapidement, en fonction des piliers, on a bien évidemment la réduction de nos propres émissions qui est l'action primordiale. Donc en 2024, vous le verrez sûrement sur la route avec les camions Astre. On a tout un plan, toute une action pour changer les carburants alternatifs, pour passer aux carburants alternatifs, pardon. Donc voilà, ce changement, ça entraînera la réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre dans notre système interne que l'on appelle Palette System. Donc c'est un réseau interne aux Astriens. Donc c'est une action très forte, importante, et on est très content de pouvoir la mettre en place dès 2024. On travaille aussi avec Au Climat, donc c'est une filiale d'EDF, pour qu'un label bas carbone voit le jour, pour que les Astriens puissent acquérir des camions électriques à moindre coût, puisque c'est aussi un enjeu dans cette transition pour les transporteurs, c'est que derrière il y a un coût énorme. Le changement de carburant, ça a un coût. Acheter d'autres matériel, ça a un coût. Donc il faut bien l'avoir à l'esprit aussi en fonction des secteurs. La transition a besoin de coups de pouce parfois. Pour le pilier B, on a des actions particulières avec nos partenaires sur les achats responsables. On engage aussi des réflexions sur la finance responsable. Et puis, vous avez vu, en haut, on a donc le bilan carbone et l'audit énergétique. Alors, pour nous, c'est deux phares, c'est deux actions phares, on va dire, pour que les Astriens, justement, puissent piloter leurs émissions, puissent y voir plus clair, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Timothée. C'est ce qui permet d'engager, de savoir où on va et de prendre les bonnes décisions. Et le pilier C, alors je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Le pilier C, donc la séquestration, l'augmentation des puits de carbone. Bien évidemment, dans le transport routier de marchandises, à travers nos activités, on ne peut pas du tout augmenter les puits de carbone. Voilà, donc on était obligés de regarder ailleurs, mais ça nous allait très bien puisqu'on est dans cette approche collective, systémique. Et en fait, on voulait trouver un parallèle pertinent entre les Astriens, donc des chefs d'entreprise qui sont partout en Europe, qui sont parfois montrés du doigt parce que le transport, ça émet des gaz à effet de serre, qui doivent faire leur transition et qui ont besoin d'un coup de pouce. Donc, on a cherché un autre secteur d'activité qui a beaucoup de parallèles. Effectivement, c'est le secteur de l'agriculture, où les agriculteurs sont nécessaires, comme les transporteurs. On aura toujours besoin d'agriculteurs, on aura toujours besoin de transporteurs. La transition, la transformation même, on peut aller au-delà de transition, doit être faite. Donc, il y avait un parallèle pour nous très intéressant. Donc, on a fait ce choix de l'agriculture génératrice et bas carbone. Et avant de vous en dire davantage, maintenant, du coup, je laisse la parole à Caroline.
Merci Amandine. Alors je vais revenir moi un petit peu en arrière et après j'illustrerai effectivement ce qu'on a fait ensemble avec Amandine sur le projet d'agriculture. Peut-être déjà pour revenir en arrière et vous parler de contribution carbone, on en entend beaucoup parler, on entend aussi parler de compensation carbone, donc je voulais faire un petit point sur ce que ça veut dire exactement. Et avant de parler de contribution carbone, il me paraissait essentiel de parler de neutralité carbone mondiale. Bien sûr, on en a parlé là pendant tout ce webinaire, mais vraiment l'idée, pour comprendre le concept de neutralité carbone mondiale, c'est de se dire, aujourd'hui, on est dans une situation déséquilibrée. On connaît tous la situation actuelle et les conséquences. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une quantité nette d'émissions de GES de 0 tonnes de CO2 par an, et donc d'avoir autant d'émissions que d'absorption ou de séquestration. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est primordial de réduire ses émissions et d'aider les autres à réduire leurs émissions, mais il est tout autant de séquestrer du carbone, soit dans sa chaîne de valeur, soit hors de sa chaîne de valeur. Voilà. Je pense que c'était bien de faire cette petite intro pour montrer que il faudra faire les deux pour atteindre nos objectifs d'ici 2050. Alors, je vais pas vous refaire la matrice NZD parce qu'on l'a bien abordé là pendant ce webinaire, mais tout ça pour vous montrer un peu où nous, à Agotera, on s'inscrit. Donc, nous, on va à la fois aider des entreprises comme Astre, qui ne sont pas issues de la filière agroalimentaire, à aider à réduire les émissions des autres et à augmenter les puits de carbone, donc à séquestrer du carbone hors de leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est ce que vous voyez, les cases B3 et C3. Mais on va aussi aider les acteurs des filières agroalimentaires à réduire leurs émissions en amont, donc auprès de leurs agriculteurs et agricultrices, et à augmenter les puits de carbone, pareil, en amont auprès de leurs agriculteurs et agricultrices, qu'on appelle aujourd'hui réduction du scope 3. Donc nous, on agit sur ces deux parties-là. On ne pourra pas du tout aider Astre, par exemple, à réduire ses propres émissions puisque c'est pas notre expertise. En revanche, on peut aider Astre à contribuer à la neutralité carbone globale. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, les experts sont formels. En fait, le GIEC le dit, il est nécessaire de réduire les émissions de GES et de stocker du carbone. Donc, c'est pas on réduit et puis on s'occupera du stockage dans 20-30 ans. Il sera un petit peu tard. Donc, l'idée, c'est de faire les deux aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que les solutions, elles existent. Ce que dit le GIEC, concrètement, dans son dernier rapport, c'est que les solutions de séquestration et de réduction, dont le coût maximal est de $100 par tonne de CO2, donc principalement des solutions basées sur la nature, peuvent réduire les émissions de GES de moins 50% d'ici 2030. Donc les solutions, elles sont là. Donc il y a par exemple des projets d'afforestation, de reforestation, de préservation des forêts, de régénération des sols, en agriculture régénératrice, de mangroves, etc. Toutes ces solutions-là sont basées sur la nature, existent et peuvent être mises en place à une grande échelle. Il n'y a pas forcément de sujet technique aujourd'hui à mettre en place ces solutions. Et moi, je vais vous parler d'une des solutions que je connais le mieux, c'est l'agriculture régénératrice. Alors, on parle beaucoup d'agriculture en général dans les médias comme une cause majeure de la crise climatique, et c'est vrai, on peut pas le dénier. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est 20% du total des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus de la moitié des sols qui sont dégradés, alors principalement dû à une agriculture intensive, un labour intensif, un élevage intensif et une utilisation intensive d'engrais synthétiques. Nous, ce qu'on veut regarder, c'est l'autre face du miroir, on va dire, et de se dire qu'en fait, l'agriculture peut devenir une solution pour lutter contre le changement climatique. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est l'INRAE qui a rédigé un rapport qui dit que si les agriculteurs et agricultrices adoptent des pratiques régénératrices, on verra un peu ce que ça veut dire concrètement, c'est quoi des pratiques régénératrices, et nos sols pourraient capturer plus de 100% du CO2 qui est généré chaque année. Donc ça, c'est une étude au niveau France. Donc c'est énorme finalement, c'est pas du tout une solution à la marge. Et au-delà de séquestrer du carbone, l'idée de l'agriculture régénératrice, c'est aussi d'avoir des bénéfices sur la biodiversité, sur nos ressources en eau et la qualité de notre eau, sur la qualité de notre air, et bien sûr sur la régénération des sols qui, comme on l'a vu, sont bien dégradés aujourd'hui.
Alors, c'est quoi les leviers d'une agriculture régénératrice? Pour rentrer un petit peu dans les détails, il y a tout un tas de leviers qu'on peut utiliser aujourd'hui. L'idée, c'est de réduire au maximum les émissions et d'augmenter au maximum le stockage du carbone. C'est assez simple. Et donc, il y a plusieurs leviers. Là, vous en voyez une douzaine, mais il y en a plus d'une trentaine, quarantaine, qui vont vraiment dépendre de la situation de chaque agriculteur et agricultrice, de son type d'agriculture, de son type de culture, etc. Donc, l'idée, c'est que nous, on apporte un accompagnement financier, mais aussi technique à la réalisation d'un projet, ce qu'on appelle un projet bas carbone, et on vous montrera un exemple de ce qu'on a fait avec Astre. Donc, on peut réduire le travail du sol, réduire le labour notamment, mettre en place des couverts intermédiaires qui permettent non seulement de stocker plus de carbone, mais aussi de nourrir les sols en azote. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on diminue aussi l'utilisation d'engrais. On peut diminuer l'utilisation d'engrais synthétiques et utiliser plutôt des engrais organiques. Planter des haies, planter des arbres, ça on le sait, ça a un impact hyper intéressant sur le stockage du carbone, mais aussi sur la restauration de zones pour la biodiversité. Sur le troupeau, on peut mieux gérer son troupeau, notamment la conduite sanitaire, l'alimentation et mieux gérer ses déjections animales. Et puis après, sur la consommation d'énergie, donc là on est sur la réduction, on peut évidemment produire de l'énergie renouvelable sur sa ferme. Je vais pas aller trop dans le détail, mais voilà, si vous avez des questions à la fin, avec plaisir pour y répondre. Du coup, je vais faire un truc où je vais revenir un petit peu en arrière. Là, je suis allée bien dans le détail de qu'est-ce qu'un projet en agriculture régénératrice, pourquoi c'est important de contribuer. Et ce qui me semblait assez intéressant aujourd'hui, c'est aussi de vous expliquer en fait ce marché de la compensation carbone volontaire, à ne pas confondre avec le marché de la compensation carbone obligatoire, qui est là un marché d'échange de quotas en fait. Nous, on s'inscrit pas du tout dans ce marché-là, mais vraiment dans le marché volontaire. Ça consiste en quoi exactement? Je sais que moi, quand je suis arrivée dans ce secteur, je trouvais, il y avait beaucoup d'acteurs et c'était difficile de s'y retrouver, donc on pensait que c'était intéressant de vous faire un petit topo. Donc, à la base, il y a ce qu'on appelle des initiatives, des alliances. Vous connaissez, j'imagine, SBTI, qui aide les entreprises à mettre en place des trajectoires de réduction en ligne avec les accords de Paris. Donc, on connaît tous assez bien. Donc là, on a des trajectoires. Lors de ces trajectoires, il y a une contrainte effectivement de séquestration également pour arriver à ce qu'on appelle le net zéro, ce qu'ils appellent le net zéro. Donc ça, ce sont des normes, des référentiels qui cadrent cette idée de contribution carbone. On a récemment deux initiatives qui sont intéressantes à suivre aussi. C'est le VCMI ou VCMI et ICVCM. Donc c'est intéressant parce qu'ils s'appellent quand même peu ou prou la même chose, donc faut savoir les distinguer. Mais donc ces initiatives-là, elles permettent de mettre en place des normes, des référentiels sur l'utilisation de ce qu'on appelle des crédits carbone, qui en fait symbolisent ce qu'on appelle la contribution carbone, et les types de projets, les types de labels, etc. Donc à suivre de près. On a ensuite ce qu'on appelle des certifications et des labels. Vous avez probablement entendu parler du label bas carbone, qui est le label français, mais il y a aussi des labels internationaux comme Gold Standard ou Verra qui sont les plus connus. Il y en a aussi bien évidemment d'autres. Alors les labels, ils sont intéressants parce qu'ils définissent des règles, des critères, des méthodologies et des procédures à suivre à chaque étape de développement du projet, de la première étape jusqu'à l'émission des crédits carbone qui correspondent au nombre de tonnes de CO2 équivalent qui ont été séquestrés ou réduits avec le projet. Et ces méthodologies se basent sur des normes internationales ISO et le GHG que vous connaissez assez bien. Mais voilà, donc ce sont des labels qui norment, qui font aussi le travail de homogénéiser des méthodologies rigoureuses. Nous aujourd'hui, par exemple, avec Agoterra, on travaille avec le label bas carbone et Gold Standard, et aussi avec un partenaire qui a créé sa propre méthodologie sous ISO. Donc, ne pas avoir de label ne signifie pas forcément avoir une méthodologie bancale. Ça veut juste dire pour nous plus de boulot d'auditer ces méthodologies et de vérifier qu'elles sont bien rigoureuses. On a ensuite, bien sûr, le porteur de projet qui est un peu au cœur du réacteur. Sans lui, il se passe pas grand-chose. Donc nous, on bosse principalement avec des agriculteurs et des agricultrices, mais dans d'autres types de projets, vous aurez des sylviculteurs, par exemple. Et ces porteurs de projet sont toujours accompagnés de conseillers techniques
Donc, typiquement, en agriculture, ça va être des chambres d'agriculture, des coopératives, des conseillers, parce qu'on n'apporte pas juste un conseil financier, mais aussi un conseil agronomique et des auditeurs qui vont auditer le projet. On a tout à droite les contributeurs, donc ça, c'est Astre, typiquement, une entreprise qui va contribuer, qui va financer ces projets. Et puis ensuite, des architectes, des connecteurs, à la fois sur le conseil stratégie climat, donc avec Ecodev, par exemple, et sur vraiment la mise en relation, la sélection des projets avec nous, Agoterra, sur la partie agriculture. Vous avez aussi Ecotri sur la partie forêt et plein d'autres acteurs sur d'autres sujets. Alors peut-être du coup l'idée c'est de vous montrer un cas pratique de ce qu'on a mis en place avec Amandine il y a quelques mois. Donc l'idée c'était avec Amandine de trouver un projet qui soit proche de leurs opérations et notamment du siège du groupement Astre. C'était hyper important. Il me semble, Amandine, tu peux compléter, mais d'avoir cet aspect très local, d'impact local auprès d'agriculteurs de la région. Donc, on a choisi ensemble ce projet. Donc, c'est un projet qui est mené par le père et le fils, donc Maurice et Jacques-Antoine Fillot, qui travaillent à Chaloux-Moulineux, dans le 91. Et donc, c'est une ferme en grande culture, comme vous pouvez le voir, avec une superficie d'à peu près 300 hectares et qui produisent tout un tas de choses. Et donc l'objectif de la famille Fillot, c'est de séquestrer et de réduire 1718 tonnes de CO2 sur 5 ans. Donc on a identifié avec Amandine que c'était le bon volume aussi pour démarrer ensemble une collaboration. C'est aussi notre rôle de vous conseiller dans une première approche. Et là vous voyez que ces différents leviers d'action sont de minimiser le travail du sol, de remplacer les engrais, d'augmenter les couverts intermédiaires et de mettre en place des panneaux photovoltaïques. Et pour chacun de ces leviers, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas uniquement regarder l'indicateur carbone, mais on va aussi s'assurer qu'il y ait des co-bénéfices positifs. Donc pour chacun des leviers, vous voyez, on a des co-bénéfices soit sur la biodiversité, soit sur la qualité de l'air, soit sur la baisse de pression sur les ressources notamment. Et justement, là, on voit le cas, je complète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on trouve une action de séquestration qui ait du sens par rapport à Astre. Et là, on voit que dans cette ferme, on a le père et le fils. Il faut savoir que dans les entreprises astriennes, on a cette transmission aussi qui existe. Donc, ça a encore plus de sens pour nous de favoriser ce type d'entreprise dans un autre secteur, mais ça nous correspond bien, en fait, ça correspond bien aux entreprises astriennes. Et puis, comme tu le soulignais, il y a des co-bénéfices. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on va davantage valoriser en interne. On va en parler davantage parce que là, on est avec toute notre démarche dans l'atténuation. Le but du jeu, on va réduire au max les émissions de gaz à effet de serre, mais il va falloir qu'on enclenche sur d'autres sujets comme l'adaptation. Et puis, par rapport aux limites planétaires, il y a, par exemple, tout ce qui est modification de l'usage des sols, à travers les entrepôts logistiques, à travers les routes que nos camions prennent. Voilà, il y a des vrais sujets qui vont effectivement au-delà des gaz à effet de serre, en fait. Tout à fait. Donc voilà un cas pratique. Alors ça, Maurice et Jacques-Antoine, ce sont deux agriculteurs parmi 3000 qu'on a aujourd'hui dans notre dispositif. Et donc l'idée, c'est pour faire la transition sur la slide d'après, c'est vraiment nous d'être un chef d'orchestre, d'être un connecteur, un catalyseur de lien entre d'un côté les agriculteurs et les agricultrices qui, chez eux, vont réduire les émissions, augmenter les puits de carbone. J'ai repris un petit peu la matrice NZD pour que ça ait du sens. D'un côté, et de l'autre côté, les industries agroalimentaires, cosmétiques, textiles qui ont une chaîne d'approvisionnement agricoles qui vont du coup, eux, vouloir réduire leur bilan carbone, leur scope 3 notamment, tout ce qu'il y a en amont et augmenter les puits de carbone. Et puis pour toutes les autres entreprises, typiquement le groupement Astre, contribuer en finançant ces projets. Donc d'un côté, on a un flux, on va dire, monétaire de financement des projets. De l'autre côté, on a un flux de tonnes de CO2 équivalents qui génèrent ce qu'on appelle plus communément des certificats ou des crédits carbone. Finalement, c'est quelque chose d'assez intangible. C'est vraiment le projet qui va permettre
de mettre en place ces leviers pour réduire et séquestrer le volume qu'on s'est fixé. Et nous, de notre côté, notre rôle, c'est à la fois de réallouer le financement des contributeurs auprès des agriculteurs, bien sûr, mais aussi d'assurer un accompagnement technique et administratif, puisqu'il y a quand même, quand on parle de label, de méthode, derrière, il y a quand même tout un pan administratif qui permet aussi d'assurer une rigueur du suivi et des projets. Et de l'autre côté, on accompagne aussi les entreprises, à la fois dans du conseil, on va dire, contribution. Nous, il y a pas mal d'entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent, c'est trop chouette tout ça, nous, on veut faire quelque chose. Par contre, on veut pas être taxé de greenwashing, on veut que ça ait du sens dans notre entreprise. On sait pas trop par où commencer, quel volume, en fait, qu'est-ce qui a du sens. Donc, nous, notre rôle, c'est d'agréger un peu tout ce qui se dit, auprès des initiatives ICMI, SBTI, etc., et de vous, de vous conseiller sur ce qui peut être fait, un peu comme on avait fait avec Astre, de sélectionner les projets, de vous permettre de suivre ces projets sur une plateforme en ligne qui vous est dédiée, et puis ensuite de vous accompagner sur mesure, notamment par des visites de ferme. Je crois qu'on en a une de prévue avec Astre prochainement. Voilà, alors je suis ravie de répondre à toutes questions, que je suis allée assez vite, mais vraiment avec plaisir pour répondre à des questions plus précises. Peut-être, là c'était un petit peu un rappel de pourquoi il faut contribuer maintenant. Vous avez compris, je prêche aussi, pas juste pour ma paroisse, mais pour la paroisse du GIEC qui dit faut y aller les gars, c'est pas dans 30 ans. Donc l'idée de contribuer maintenant, c'est d'avoir une stratégie en fait sérieuse, climat sérieuse. C'est hyper important d'avoir des trajectoires de réduction objectives, atteignables, et de mettre les budgets derrière. Tout aussi important de pouvoir aussi contribuer à son niveau, bien sûr, à l'obtention, à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Nourrir aussi votre leadership sur ces sujets pour anticiper les évolutions réglementaires, parce qu'elles vont arriver. Et puis, comme l'a fait Astre, améliorer la résilience aussi des communautés dont vous dépendez. Parfois les agriculteurs, quand c'est dans votre chaîne logistique, mais aussi de vos clients, de vos collaborateurs, de fournisseurs. Vous financez des projets qui ont un impact aussi direct sur les communautés que vous côtoyez. Et peut-être, j'ai vu que Thomas est revenu, donc il va peut-être me couper la chic, mais juste un dernier mot sur comment est-ce qu'on peut contribuer, par où commencer pour contribuer. Voilà, c'est 5 vraiment conseils hyper simples, mais faire les choses dans l'ordre. Donc j'ai dit il faut contribuer, mais il faut pas non plus le faire tout azimut en ne sachant pas dans quoi ça s'inscrit. Il faut d'abord mesurer son bilan, donc comme l'a dit Timothée, son bilan carbone, mettre en place des objectifs, faire un plan d'action de réduction, puis penser à l'objectif de contribution. Donc notamment, voilà, tout ça, ce sont des choses que font Ecodev. Il faut construire ensuite votre cahier des charges. Quel projet qui répond à quel besoin? S'assurer de la qualité et de la transparence des projets. Je l'ai dit, un projet sans label n'est pas forcément un mauvais projet. Par contre, ça nécessite un petit peu plus d'audit. Vous faire accompagner sur la communication, je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on est toujours un petit peu frileux de communiquer là-dessus. Donc, nous, voilà, ce qu'on recommande, c'est vraiment de communiquer sereinement et s'assurer de la transparence des projets. Et puis, aller à la rencontre des porteurs de projets. Je pense que ça, nous, on le fait assez régulièrement et on trouve que ça change la donne. Et quand on se rencontre en vrai et qu'on est capable de partager, de créer des synergies qu'on n'a pas forcément derrière un écran. Voilà, c'est tout pour moi. Et bien, du coup, moi, je vais terminer. Je vais rebondir sur ce que tu disais, les synergies. Moi, je vous ai présenté très rapidement le marathon qu'on a suivi pour mettre en place notre démarche de décarbonation. Elle est récente, vous l'avez compris. Donc là, on entre dans une phase de mise en œuvre, mais surtout une phase d'engagement des astriens. Et dans toutes les démarches de décarbonation, c'est vraiment l'action la plus importante, je pense, parce que tout le monde comprend très rapidement les enjeux, ce qu'il faut faire, etc. C'est pas un sujet. Ça va très vite. Maintenant, c'est comment je parle, à qui, pour les engager dans quoi, et comment je peux faire en sorte que ça marche très très vite.
L'engagement des parties prenantes, je pense vraiment que c'est l'élément crucial pour toutes les démarches de décarbonation. Il n'y a pas de recette miracle. J'aurais adoré pouvoir vous dire ce matin, voilà, on a fait comme ça, hop, clé en main, allez-y et bonne chance. Non, il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, l'engagement est vraiment à travailler et il faut trouver des projets qui mettent un peu des étoiles dans les yeux de tout le monde, qui rassemblent pour que ce soit compris et surtout qui ont du sens par rapport à chaque secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, nous, on a une belle année 2024 qui s'annonce pour mettre en œuvre, suivre toutes nos actions et engager toujours, améliorer et communiquer comme je peux le faire ce matin parce que c'est en parlant de toutes ces décarbonations qu'on arrivera à engager tout ça. Voilà. Il y a pas mal de questions, du coup. Merci beaucoup. Ouais, alors du coup, merci Amandine, merci Caroline, merci Timothée. Je pense qu'on va prendre quelques questions pour terminer le webinaire. Caroline, tu avais peut-être vu des choses que tu voulais traiter ou Timothée? Sinon, je les déroule. Les deux premières, je pense qu'elles sont plutôt pour Timothée et Amandine. En partant du bas, je veux dire. C'est parti, on va commencer. Déroule. Comment? Je déroule les questions. Allez, première question, ça concerne la stratégie climat quand tu as présenté un peu les différentes étapes, notamment l'étape concernant le changement de modèle et de vision. Comment accompagnez-vous les entreprises sur cette étape qui semble cruciale? Alors, c'est tout un sujet. Si je fais une réponse très courte, il y a déjà 3 niveaux, je pense, de compréhension de ce sujet de vision. C'est regarder si le modèle est compatible à l'accord de Paris, tout simplement. Enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles. Donc, déjà, ça clarifie un peu la position et qu'elle soit partagée par la gouvernance de la structure. Donc ça, c'est faire des scénarios, un peu de projection. Deuxième point ou deuxième situation, on peut avoir du modulable qui permet d'être compatible. Si je prends des exemples, c'est-à-dire je suis un fournisseur de 2 services, il y en a un qui est pas tout à fait compatible, l'autre est compatible, donc je pivote ou j'intensifie mes efforts sur ce qui est compatible et donc ça, faut aussi se le valider. Derrière, ça amène quoi? Ça amène des conséquences d'investissement, de marketing et une vision moyen et long terme. Puis après, il y a un troisième cas où finalement on est extrêmement compatible et auquel cas, là, on n'a pas besoin de trop débattre sur le sujet. Voilà. Bon, déjà en fonction déjà de cette prise de conscience, ça amène les points suivants. Et là, il y a, si je prends une méthodo, Acte par exemple va travailler sur une approche de co-construction pour arriver à ces conclusions via des interviews et puis des ateliers. Alors, les formats des ateliers peuvent être hyper créatifs, parce que comme c'est vraiment un sujet de repenser des modèles, là, il y a vraiment une explosion d'initiatives en ce moment, mais je peux pas répondre sur quelle est la meilleure pratique, parce que c'est quand même assez récent comme situation. Et puis, il y a l'engagement de la direction. Donc, typiquement, chez Acte, il faut qu'il y ait un engagement de la direction signé par la main du PDG pour justement valider les modalités pour y arriver. Donc, ça répond moyennement à la question. Et tout ça pour dire que clairement, c'est des sujets qui sont en co-construction. Pour répondre très concrètement, aujourd'hui, on met des graines dans la tête des interlocuteurs qu'on a pour leur faire accepter déjà, s'ils ne sont pas compatibles à l'accord de Paris, qu'il va falloir changer leur modèle d'affaires. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, trouver les modèles d'affaires qui peuvent être compatibles et qui vont pas forcément mettre tout à la poubelle en termes d'infrastructures, éventuellement d'actifs, de financement passé. Et puis le troisième, c'est se projeter. Et donc, les échéances, on peut dire... il y a 2030 pour bien réfléchir à tout ça et tout co-construire. Et puis 2030-2040, on rentre vraiment dans les modèles d'affaires qui évoluent. Et 2040-2050, on n'est que sur des modèles d'affaires compatibles. Et à 2050, on est content. Tu l'as fait quoi? Moi, je peux peut-être répondre rapidement aux questions concernant Agotera et la contribution. Et je crois qu'après, Amandine, il y a une question plus sur le budget. Nous, oui, effectivement, à Agotera, on travaille avec tout secteur partie contributeur. Donc là, typiquement, avec les secteurs transport, secteur agroalimentaire, secteur du luxe, secteur du tertiaire. Donc, que ce soit sur la contribution ou la réduction du scope 3, on travaille avec tout secteur. Et après, sur la partie projet, uniquement avec le secteur agricole. Donc, pour recadrer ça. Comment sont identifiés et sélectionnés les exploitations projets bas carbone financés? Très bonne question. En fait, c'est vraiment, on fait des appels à projets. Donc, on émet des appels à projets 1 à 2 fois par an. Et après, il y a beaucoup de bouche à
à oreille aussi avec le secteur agricole, donc des agriculteurs qui ont un copain agriculteur qui se sont inscrits dans le dispositif et qui s'inscrivent eux aussi parce qu'ils voient ça a des résultats et que c'est bénéfique. Donc voilà, ils sont identifiés à la fois en push et en pull, on va dire. Et après, il faut qu'ils répondent aux exigences de la méthodologie. Donc, une fois qu'ils ont fait leur bilan carbone, ils peuvent envoyer un dossier au DREAL, qui sont les branches régionales, en gros, du ministère de la Transition écologique. Et une fois que la DREAL a dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller », là, le projet peut être financé et démarré. Et une dernière question sur la compensation volontaire versus obligatoire. En fait, la compensation obligatoire, c'est vraiment un marché de conformité qui a été instauré par le protocole de Kyoto en 1997. C'est vraiment un mécanisme d'échange de quotas pour les quelques 11 000 structures les plus polluantes d'Europe, on va dire. Donc, ça concerne des cimenteries, par exemple, des papeteries. Et donc là, c'est vraiment un système d'échange de quotas, tandis que le marché, enfin la compensation volontaire, c'est vraiment toute entreprise qui souhaite financer des projets qui vont réduire ou séquestrer du carbone, qui peut le faire, mais avec aucune réglementation, en tout cas aujourd'hui, aucune contrainte réglementaire, ce qui n'est pas le cas avec le marché obligatoire. J'espère que j'ai répondu à toutes mes questions. Merci. Il y en avait une autre sur la partie budget, sur le travail de définition de la stratégie climat pour une PME, indépendamment du coût de bilan carbone. Bon, en fait, comme il n'y a pas forcément de normes associées à la méthodo et les briques, vous avez vu, elles sont plus ou moins ambitieuses et plus ou moins complexes. Si je devais donner une fourchette pour éviter la langue de bois, je vous dirais qu'une PME qui veut bien faire les choses, ça va osciller entre 20 à 40 000 euros pour pouvoir être accompagné sur une durée d'1 an pour avoir 3, 4, 5 briques. Voilà, donc c'est un peu le début de l'aventure, sachant qu'une grande partie des entreprises avec lesquelles on travaille, on commence à avoir presque 15 ans de recul, donc on voit bien que vaut mieux y aller petit à petit et faire monter et gravir des marches pour que chacun s'approprie ses méthodos et ce qu'il y a derrière en termes d'intérêt, en termes de business, par exemple, ou de pilotage d'entreprise, pour qu'elles puissent, au fil de l'eau, abonder et aller plus loin parce qu'elles vont y trouver leur intérêt. On va dire à la fois économique et en termes de fonctionnement au quotidien. Donc voilà pour la réponse. Et pour peut-être la partie budget contribution, là, ça va vraiment dépendre de votre bilan carbone et de la trajectoire sur laquelle on s'accorde ensemble. Donc ça peut vraiment aller, nous on a de tout chez Agotera, donc ça peut vraiment aller de 50 000 euros à 200, 300, 500 000 euros, ça dépend vraiment. Caroline, ouais. Peut-être sur ce point, les prix de la tonne carbone, ça peut être intéressant de voir. Ouais, carrément. Aujourd'hui, sur des projets en agriculture, ça oscille entre 55 à 65 euros la tonne de carbone, à peu près. Donc, ça vous donne une idée. Et après, en fait, les prix sont très hétérogènes d'un projet à l'autre, d'un continent à l'autre aussi. Vu que ce sont un marché volontaire, finalement, le prix est créé en fonction des différentes variables. Est-ce qu'on est sur un label? Est-ce qu'on a un audit? Est-ce qu'on est en France ou ailleurs? Plein de variables différentes. Mais nous, on est plutôt sur cet ordre de grandeur. Peut-être que sachant que sur les prix carbone, si on prend des prix low cost sur des projets dans certains pays du Sud où la main-d'œuvre et les volumes sont plus importants, on peut aller vraiment sur des prix planchers de quelques euros la tonne, qui est souvent, il y a souvent pas mal de dérives. Je pense que c'est comme le kilo de riz qui vient de l'autre bout du monde et qu'on paye 1 euro. Est-ce que vraiment l'agriculteur vit bien derrière et les conditions sont sérieuses? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la fourchette mine. Les prix moyens, c'est 20, 30, 40 euros à l'échelle mondiale. Effectivement, 50, 60, voire plus en France ou dans les pays du Nord. Et le prix, quand même, du quota, sur les quotas carbone à l'échelle planétaire. 100 euros, ouais. Ouais, on a atteint pratiquement les 100 euros. Ouais. Et les scientifiques vont vous dire, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de valeur. Donc, on a aussi des projets où on est à 200, 300 euros la tonne. Mais si on devait vraiment mettre un vrai coup derrière ça, il y a des entreprises du CAC 40 qui ont commencé à créer leur modèle avec un pilotage carbone et ils ont mis des prix entre 150 et 300 euros la tonne pour voir quels sont l'impact sur leur projet. Des ordres de grandeur. Vous avez compris que le gap est important, ça dépend vraiment de ce qu'il y a derrière. Et de la maturité des solutions aussi, c'est ce qui est intéressant avec les solutions basées sur la nature.
c'est que les solutions sont matures et disponibles, contrairement à d'autres solutions un peu plus technologiques. Il y a une question des MOOC. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais tant qu'il y a des gens, moi je suis dispo. Mais une question sur conseillez-vous des formations MOOC pour se former sur les sujets bilan carbone, stratégie de décarbonation? Franchement, je suis pas à jour sur les MOOC, donc je vais pas répondre à ce point-là. Par contre, sur les formations, en fait, vous avez plusieurs structures, celles qui sont, on va dire, licenciées, associations bilan carbone, peuvent réaliser un certain nombre d'accompagnements, dont des formations. Ecodev organise une formation agréée au passage. Vous avez des gens comme Carbone 4 aussi, avec qui on travaille beaucoup, qui ont des formations et des outils, type MyCO2 ou d'autres démarches. Donc, il commence à avoir beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est quand même peut-être de passer par la case association bilan carbone, qui est un peu la structure qui régit aujourd'hui tous les licenciés associés à ces déploiements d'outils, qui eux-mêmes ont des formations officielles. Peut-être le point d'entrée, mais voilà, on a plein après, en fonction des secteurs d'activité, des niveaux d'attente en termes de stratégie de décarbonation, il y a vraiment des prestataires, j'ai envie de dire, qui sont très bons dans le numérique, d'autres très bons sur l'industrie, d'autres très bons sur l'énergie. Et peut-être que là, il faudra, après le tronc commun, j'ai envie de dire, l'incompressible, aller chercher là où c'est le plus exact. Alors, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous envoyer des mails, on essaiera de flécher vers les bons, on voit en tout cas les bons partenaires éventuellement si Après, la dernière question sur les chiffres, sur le rapport investissement, compensation, est-ce qu'il y a des avantages économiques pour les PME derrière? Mais alors, à tellement de niveaux, en fait, là, j'ai pas de chiffres précis, mais tellement, puisque de toute façon, dans les appels d'offres, par rapport aux banques, par rapport à plein de parties prenantes, en fait, qui gravitent autour des PME, ça va être une obligation de pouvoir contribuer à cette neutralité carbone. Et donc, la compensation va faire partie du jeu quelque part. C'est une brique indispensable. Donc, les chiffres, là, moi, j'en ai pas à vous citer exactement, mais ça va conditionner la pérennité des PME derrière. Et Amandine, sur le sujet marque employeur, recrutement, parce que c'est des professions assez tendues, je crois, en emploi, est-ce que c'est un levier que vous activez ou pas? Alors, on l'active pas encore suffisamment, peut-être. Mais oui, ça, bien évidemment, on va le mettre en avant pour dire que oui, le secteur du transport est en train de complètement changer en fait. Et de toute façon, on aura toujours besoin de transporteurs demain. Ça changera pas. Par contre, il faut qu'on le fasse autrement. Et c'est ce qui est en train de se passer chez Astre. Et voilà, donc c'est quelque chose effectivement à mettre en avant. Ouais. Nous, on accompagne pas mal aussi nos contributeurs, effectivement, sur. On a beaucoup de contributeurs qui incluent cette contribution dans leur appel d'offres. Donc, c'est aussi une différenciation, une innovation. C'est pas encore réglementaire. Donc voilà, ce sont des précurseurs. Et après, beaucoup, comme tu disais, Timothée, sur la marque employeur, l'engagement en fait des collaborateurs avec la marque Zeiss, notamment, on a fait tout un chemin de webinaire en interne pour les collaborateurs, pour leur expliquer ce qu'on faisait ensemble. Et en fait, ça rend une stratégie climat qui peut parfois paraître un peu lointaine ou un peu loin de ces sujets, hyper tangible, parce qu'on explique qu'on fait quelque chose d'hyper tangible, qu'on va aller voir l'agriculteur, qu'on va lui demander ce qu'il fait, etc. Donc on fait pas mal de boulot là-dessus avec nos partenaires aussi. Thomas, est-ce qu'on a oublié des points importants ou pas? Parce qu'on a fait le tour des questions et des points importants. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions et je remercie aussi tous les participants. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le support en cliquant sur le petit lien de téléchargement qui apparaît, le petit nuage. Et également, vous allez recevoir le replay dès la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le revoir ou à le partager autour de vous. Merci beaucoup Amandine, merci Caroline, merci Timothée. Merci à vous. Excellente fin d'année. Bonne fête. Merci. Joyeuse fête. Après-midi à tous. Salut.